Qui suis-je? La mer garde des secrets qui n'auraient jamais dû briser la surface. En plein mois de juillet, sous les eaux du golfe du Mexique, un filet de pêche a ramené des profondeurs bien plus que de la faune marine. Enveloppé dans un halo de mystère et entouré de prédateurs, un être au mouvement fluide et presque surnaturel luttait pour se libérer. Mais ce qui a glacé le sang des témoins, ce n'était pas sa force, mais son regard, des yeux trop conscients, trop humains d'appartenir au règne animal, mais doté d'un instinct si sauvage qu'il défie toute classification de la science moderne. Mon nom est Marcus Webb, j'ai 34 ans, et le golfe du Mexique est mon foyer et mon gagne-pain depuis plus de la moitié de mi vie. Je suis le capitaine du Southern Cross, un chalutier à la coque tannée qui opère depuis les quais de Port Aransas, au Texas. Après 15 ans à parcourir ces eaux, je croyais que l'océan ne gardait plus de surprise pour moi. Après tout, j'ai hérité de la barre et du métier de mon père lorsqu'il a décidé de prendre sa retraite en 1989. Cet été-là, en 1995, l'équipage sous mes ordres était uni par la routine et la confiance. J'étais accompagné de 4 hommes de fer, Tommy Rêve, mon premier officier de 29 ans et mon bras droit sur le pont, David Doc Morrison, notre ingénieur vétéran de 42 ans, un homme qui connaissait chaque boulon du navire, Jake Sullivan, un jeune homme de 25 ans qui apportait la force brute nécessaire lors des journées les plus dures, et Robert Chen, 38 ans, chargé de maintenir l'ordre dans la cuisine et le moral au plus haut. La pêche routinière. Cette semaine-là, la fortune ne nous souriait pas. Le prix de la crevette s'était effondré, nous obligeant à changer de stratégie. Nous sommes partis à la recherche de requins car un acheteur à Houston payait des sommes considérables pour leurs ailerons. Après 13 jours de navigation, les résultats étaient à peine décents, insuffisants pour couvrir les coûts du voyage. Au 4e jour, cherchant un coup de chance, j'ai décidé de mettre le cap vers l'est, visant des bancs de pêche que mon père m'avait appris à repérer lorsque j'étais à peine un jeune garçon. Nous nous sommes aventurés dans des eaux profondes qui atteignaient les 60 mètres, une zone où les courants devenaient traîtres et imprévisibles. Pendant que nous naviguions, je me suis souvenu d'un vieil avertissement de mon père. Ces eaux gardent des secrets dont il vaut mieux ne pas parler. Sur le moment, j'ai attribué cela à la superstition classique des vieux marins, un mythe pour alimenter les nuits de quart. Je comprendrai bientôt à quel point je me trompais. Le calme étrange. L'horloge marquait environ 6h30 du soir quand j'ai ordonné de jeter le filet pour la dernière fois. À l'horizon, le soleil commençait à sombrer, teignant le ciel d'un violent incendie de tons orangés et carmins. Cependant, l'atmosphère a changé d'un coup. La mer est devenue suspectement calme, adoptant une texture plate et huileuse qui glaçait le sang. Tommy fut le premier à remarquer l'anomalie. Il s'est approché de moi sur le pont pour me dire que l'eau ne se comportait pas de manière naturelle. Bien que j'ai essayé de minimiser ses paroles, un froid soudain m'a parcouru la nuque, ce signal biologique que quelque chose de perturbateur est sur le point de se manifester. Nous avons laissé courir l'engin de pêche pendant environ 40 minutes dans un silence total. Quand nous avons allumé le treuil pour hisser la prise, le moteur a gémi dans un craquement métallique sous le poids d'une charge anormale. Depuis la poupe, Jake a crié que nous avions accroché quelque chose de proportion titanique, tandis que Doc, observant les moniteurs depuis la passerelle, a averti que l'échosondeur enregistrait un schéma de mouvement complètement erratique à l'intérieur du filet, un déplacement qui ne correspondait pas au comportement linéaire des requins. Intrigué, je suis descendu sur le pont juste au moment où la maille brisait la surface. La découverte. Au début, la scène correspondait à ce qui était attendu. Au moins une douzaine de requins bulldogs se tordaient dans un frénésie d'ailerons et d'écume. Masse au milieu de cette masse grise, j'ai aperçu une silhouette différente. Ma première pensée fut qu'il s'agissait d'un dauphin piégé par accident, mais quand le filet a cédé sur le bois du pont et que les puissantes lumières halogènes l'ont illuminé, mon esprit a subi un choc logique. Mes yeux voyaient quelque chose que la raison refusait de traiter. De la taille vers le haut, la créature possédait l'anatomie d'une femme. Sa peau était d'un ton gris verdâtre, pâle, brillante et dépourvue de poils. Une longue chevelure d'une nuance sombre, entre le noir de jais et le vert algue, adhérait à son visage humide et à ses épaules. Lorsqu'elle a levé la tête, je me suis heurté à des yeux démesurés et dorés, dotés de pupilles verticales identiques à celles d'un félin tapi dans l'obscurité. Cependant, de la taille vers le bas, la physionomie humaine se dissolvait pour céder la place à une queue massive et musclée, recouverte par une mosaïque complexe d'écailles qui étincelait dans des nuances vertes, bleues et des reflets argentés sous les lumières du bateau. Un silence sépulcral s'est emparé du pont. Tommy a à peine pu articuler un filet de voix. « Mon Dieu !» Jake a fait un pas en arrière, muet de stupeur. La transe s'est brisée violemment lorsque Robert a laissé tomber sa tasse de café, dont l'éclatement contre le sol a résonné comme un coup de feu. Depuis la passerelle, la voix décomposée de Doc a exigé une réponse. « Qu'est-ce que c'est que ça, bordel ?» La créature dans le filet. L'entité se trouvait piégée dans un espace confiné aux côtés de 3 féroces requins bulldogs. L'un des prédateurs, stimulé par le stress de la captivité, l'avait attaqué, lui infligeant une morsure directe sur la queue. Néanmoins, le blindage de ses écailles semblait avoir résisté à l'impact des dents.
La créature se battait contre les fils de nylon avec une force désespérée, mais ses mouvements dénotaient un niveau de stratégie et de conscience trop avancé pour appartenir au règne animal. Ce n'était pas les spasmes d'une bête blessée, c'étaient les actions d'un être intelligent. Réagissant instantanément, j'ai ordonné aux gars d'apporter les cisailles industrielles pour couper l'engin de pêche et de maintenir les squales à distance avec les gaffes. Jake m'a regardé avec méfiance, me demandant si j'avais perdu la raison, argumentant que nous ignorions le danger que représentait cet être. Je lui ai répondu avec fermeté que la créature était piégée, blessée et terrorisée, et que nous agirions avec la même décence que si nous avions un dauphin sur le pont. Je me suis approché avec prudence, réduisant la distance de manière posée. À cet instant, ses yeux dorés se sont plantés fixement dans les miens. C'est alors que j'ai ressenti un frisson définitif. Dans son regard, il n'y avait pas le vide d'un poisson, mais une compréhension absolue de la situation. Elle savait qui j'étais et ce que nous prétendions faire. Je lui ai parlé d'un ton doux, l'assurant que notre intention était de la rendre à l'eau. À mon étonnement absolu, la créature a cessé immédiatement ses mouvements telluriques et me regardant dans les yeux, a hoché lentement la tête. La libération. Tommy est revenu de la cabine de proue en empoignant les cisailles industrielles. Pendant près de 20 minutes d'une tension extrême, nous avons coupé les filaments du filet de chalut tandis que Jake et Robert, armés de gaffes, maintenaient à distance les requins bulldogs qui se tordaient autour d'elle. Quand le dernier nœud a cédé, j'ai supposé que la créature se jetterait immédiatement vers la sécurité de l'océan, mais sa réaction nous a pris par surprise. Elle est restée statique sur le bois humide du pont, dressant le torse en s'appuyant sur des mains dotées de doigts palmés, tandis que son imposante queue exécutait des mouvements lents et lourds contre le métal mouillé. Dans cet instant de calme, j'ai calculé que sa longueur totale, du sommet du crâne jusqu'à la pointe de la nageoire caudale, atteignait facilement les 2,13 m. Doc, les yeux injectés d'un mélange de fascination scientifique et d'absolue stupéfaction, a brisé le mutisme du groupe par une question qui semblait absurde. Est-ce qu'elle peut parler? La réponse ne s'est pas fait attendre. L'entité a entrouvert ses lèvres, et émettant une voix d'une résonance étrange, un son dense, semblable à l'écho de l'eau s'écoulant sous pression à travers une gorge caverneuse, a répondu par l'affirmative. Le silence qui a suivi sur le pont du Southern Cross fut absolu. Nous étions 5 marins tannés et aucun ne savait quoi dire. Nerissa. Bien que les chroniques sur les sirènes eussent fait partie du folklore marin durant toute ma vie, je les avais toujours classées dans le tiroir des superstitions de taverne. Cette barrière logique s'est effondrée lorsque la créature a révélé son nom, Nerissa. Elle a ajouté qu'elle avait attendu pendant longtemps une opportunité de communiquer avec notre espèce. Intrigué par cette révélation, Tommy a pris la parole pour lui demander depuis combien de temps elle habitait dans les profondeurs du golfe. Elle a dirigé son regard doré vers l'horizon sombre de l'océan avant de déclarer « Toute ma vie, 93 ans ». Profitant de la pause, Robert lui a demandé s'il existait d'autres spécimens de sa même nature peuplant les abysses. En entendant cela, Nerissa a baissé les yeux, et une note de profonde mélancolie a teinté son étrange voix lorsqu'elle a confessé qu'il ne restait plus personne. Elle a expliqué que, dans les époques passées, son espèce était déjà réduite en nombre, mais qu'actuellement, elle était la dernière survivante de sa lignée. La dernière rencontre qu'elle avait eue avec un être de sa propre classe s'était produite il y a exactement 3 décennies. Il y avait une solitude monumentale et terrible qui vibrait dans ses paroles, la charge d'une créature qui se sait le point final de son histoire. Pourquoi elle a été piégée? Avec la méfiance propre à sa jeunesse, Jake est intervenu en exigeant de savoir comment il était possible que nous l'ayons attrapée si facilement si nous avions l'habitude de pêcher dans cette coordonnée de manière systématique. Nerissa a clarifié que l'incident n'avait pas été fortuit. Elle était en train de chasser des requins lorsque l'un des squales s'est introduit dans notre filet, et elle, dans la frénésie de la poursuite, l'a suivi de trop près jusqu'à se retrouver piégée par le nylon. Elle a détaillé qu'elle poursuivait ses prédateurs non seulement pour assurer sa subsistance alimentaire, mais comme une stratégie de défense personnelle. L'odeur et le sang des requins agissaient comme un répulsif naturel qui maintenait éloignées les autres menaces de l'abîme. En demandant à quel type de menace elle faisait référence, la lumière dorée de ses yeux a semblé s'obscurcir complètement. Sa réponse fut un avertissement direct. L'océan recèle des secrets que l'entendement humain n'est pas prêt à connaître. L'avertissement. C'est à ce moment-ci que Nerissa a dévoilé le véritable motif de soumission. Elle ne s'était pas résistée à la capture parce qu'elle avait besoin de nous intercepter pour émettre un avertissement urgent concernant les plongeurs qui avaient disparu mystérieusement dans le golfe du Mexique au cours des 3 dernières années. Je connaissais parfaitement la gravité de la situation. 6 plongeurs professionnels s'étaient évanouis sans laisser de traces dans un cadran spécifique d'environ 80 km². Les autorités portuaires et de secours avaient archivé les dossiers sous l'étiquette d'accidents maritimes ordinaires, faisant allusion à des courants imprévus ou à des défaillances critiques des équipements d'oxygène. Cependant, pour quiconque connaissait le métier, 6 pertes en 3 ans constituaient une anomalie statistique indéniable. Nerissa a affirmé connaître la vérité derrière ces absences, assurant que si nous n'intervenions pas immédiatement,
le nombre de victimes continuerait de grimper de façon drastique. Les Abyssina. La créature a identifié les responsables des enlèvements comme des entités des profondeurs abyssales, des êtres que les langues les plus anciennes de la mer nommaient Abyssina, ce qui se traduit littéralement par ceux qui viennent de l'abîme. Elle a décrit qu'ils partageaient certaines similitudes anatomiques avec elle, mais a averti qu'ils étaient des structures beaucoup plus anciennes, biologiquement plus denses et complètement dépourvues de compassion ou d'empathie. Ils habitaient dans des zones d'aphoticité totale, où la lumière solaire est inexistante, et s'affairaient à collecter des êtres humains vivants, bien qu'elle ait clarifié que le but n'était pas de les utiliser comme nourriture. Doc, dont l'esprit analytique cherchait un fil conducteur, a demandé quelle était la finalité de ces captures. Nerissa a détaillé qu'il les traînait vers les fosses océaniques pour les soumettre à l'observation et à l'étude. Néanmoins, la physiologie humaine est incapable de résister aux conditions extrêmes de ces régions, de sorte que la pression hydrostatique les écrasait de manière fulgurante après quelques minutes de descente. La créature a confessé avoir été le témoin direct du moment exact où il capturait 4 des 6 plongeurs. Concernant les 2 restants, elle a localisé des preuves de leur destin quelque temps après, des marques spécifiques sur les structures des récifs et des motifs de traînage que son instinct a reconnus instantanément. La tentative ratée d'aider. Jake, visiblement affecté par le récit, lui a demandé pourquoi elle n'était pas intervenue pour secourir les victimes. Nerissa a admis l'avoir tenté à une unique occasion, spécifiquement en décembre 1992, en essayant de s'interposer dans l'enlèvement d'une plongeuse qu'elle a identifiée comme Sarah Chen. Cependant, sa résistance fut inutile. L'un des Abyssina l'a frappée avec une telle violence qu'il lui a fracturé 2 côtes et l'a laissée inconsciente sur le lit marin. Le temps qu'elle reprenne connaissance, la femme avait déjà été traînée dans le vide. Pour valider ses paroles, elle s'est tournée légèrement, exposant une série de cicatrices allongées d'un éclat argenté sur son côté gauche. Elle a expliqué que, bien que son organisme possédât une capacité de régénération accélérée sous l'eau, la douleur de cet impact l'avait accompagnée pendant des semaines. En l'interrogeant sur la raison pour laquelle elle n'avait pas émigré vers une autre latitude pour éviter le danger, Nerissa a répondu avec fermeté que ce cadran avait été son territoire souverain au cours des 70 dernières années, et que quelqu'un devait assumer la responsabilité de nous alerter. Elle a ajouté une donnée alarmante. Par le passé, les Abyssina limitaient leurs incursions aux plongeurs solitaires dans les eaux internationales. Désormais, ils réduisaient les distances et opéraient dangereusement près de la ligne côtière. Comment sont les Abyssina ? En lui demandant des spécifications sur l'apparence des attaquants, Nerissa a frissonné, un geste purement humain qui a dénoté l'horreur qui lui inspirait. Elle a expliqué que nous ne devions pas les cataloguer comme des êtres malveillants selon les termes moraux que comprend notre espèce. Ils étaient simplement des créatures étrangères, déconnectées de notre réalité. Pour leur logique, capturer un être humain équivalait à ce que signifiait pour nous remonter un requin pour le disséquer. Il manquait d'une conception de la conscience d'autrui. À la demande de Tommy, elle a procédé à leur description anatomique. Ils possédaient des torses extrêmement longs, minces et stylisés, des bras qui dépassaient les proportions normales et des articulations qui se mouvaient dans des angles lentes naturels. Leurs mains se terminaient par des griffes calcifiées, leur visage imitait de façon grotesque les traits humains, leur globe oculaire était complètement noir et opaque, et leur mâchoire abritait des rangées concentriques de dents acérées. Elle a détaillé que le spécimen le plus petit qu'elle avait aperçu mesurait environ 2,4 m, tandis que le leader ou le spécimen le plus grand atteignait les 3,35 m de longueur. Leur densité musculaire était telle qu'ils étaient capables de pulvériser des structures osseuses d'un seul impact. Les œufs. La conversation a dévié vers le destin du dernier plongeur rapporté comme disparu, Michael Torres. Nerissa a confirmé avoir assisté à sa capture, mais a averti que le véritable danger résidait dans une découverte ultérieure. Les Abyssina, qui s'étaient historiquement comportés comme des prédateurs solitaires et anarchiques, commençaient à manifester des schémas de communication et de coordination tactique. Et le pire de tout, elle avait découvert une zone de frais. Elle a révélé l'existence d'une grotte sous-marine localisée à environ 64 km de notre position actuelle, située à une profondeur de 91 mètres. À l'intérieur de ladite cavité, elle a comptabilisé au moins 20 œufs de grande taille. Elle a averti avec gravité que si ces structures parvenaient à éclore, dans un laps de 10 ans, ces eaux deviendraient absolument impraticables et mortelles pour toute activité humaine. Juste à cet instant, une violente rafale de vent a frappé la coque du Southern Cross, faisant craquer les gréements comme si l'océan lui-même réagissait à la gravité de sa révélation. Le plan. Conscient de l'ampleur du problème, je lui ai demandé ce qu'elle attendait exactement d'un équipage de pêcheurs. Il était évident que nous ne pouvions pas faire de rapport à la garde côtière en alléguant qu'un groupe d'entités abyssales chassait des humains dans le golfe. Nerissa a clarifié que la solution ne nécessitait pas un affrontement armé direct, mais plutôt une stratégie de dissuasion. Ces créatures manifestaient une aversion biologique extrême envers les sources de lumière de haute intensité, certaines fréquences sonores aiguës et les champs magnétiques naturels émis par certaines formations de minéraux lourds. Doc a hoché la tête depuis la passerelle, théorisant qu'il s'agissait d'une sensibilité extrême aux champs électromagnétiques,
un trait commun chez les requins mais hyper développé chez les abyssiniens. C'est alors que nous avons compris que l'avertissement ne serait pas suffisant. Si nous prétendions que les autorités maritimes ferment le cadran et restreignent l'accès aux civils, nous avions besoin de recueillir des preuves irréfutables. Doc a proposé d'équiper le bateau avec des systèmes d'enregistrement photographique et de vidéos sous-marines pour documenter la menace. Nerissa a accepté d'agir comme notre guide vers les coordonnées de la grotte pour nous permettre de filmer le nid. Cependant, elle a fixé une condition non négociable. Elle a exigé le serment qu'elle ne serait pas livrée à la communauté scientifique ni aux autorités gouvernementales sous l'étiquette d'un spécimen de laboratoire. Elle n'était pas disposée à passer le reste de ses jours confinée dans un réservoir en acrylique, étant analysée comme une expérience biologique. En la regardant dans les yeux, nous lui avons donné notre parole d'honneur que nous la protégerions au péril de nos propres vies. Le pacte était scellé. Préparatifs. Nous avons tracé un plan d'action chirurgical. Doc disposait d'une caméra vidéo Sony Handycam équipée d'un caisson étanche de haute résistance pour les tournages sous-marins. Notre stratégie consistait à retourner immédiatement au port, nous reposer un couple d'heures, louer l'équipement de plongée nécessaire à Port-Arensat et appareiller de nouveau cet après-midi même. Nerissa s'est engagée à escorter la coque du bateau en se maintenant cachée sous la surface, n'émergeant que lorsque nous atteindrions les coordonnées géographiques du nid. Avant qu'elle ne plonge, Doc lui a demandé l'autorisation de l'enregistrer en vidéo pendant un couple de minutes en guise de soutien documentaire. Elle a accepté, bien que son langage corporel trahît un profond inconfort face à l'objectif. En éteignant la caméra, la créature a prononcé une phrase qui a marqué profondément le moral de l'équipage. « Je suis seul. C'est ce que je suis, la dernière de ma lignée. » Je l'ai assuré avec fermeté que nous ferions tout ce qui est humainement possible pour protéger son secret. Aussitôt après, elle s'est glissée lourdement vers le bord, s'est propulsée avec élégance et s'est immergée dans l'océan sans à peine altérer la surface de l'eau. Une seconde plus tard, un intense éclat bioluminescent a émané de son anatomie, dessinant sa silhouette dans les profondeurs comme un spectre lumineux. Elle a nagé quelques mètres à la verticale, a brisé de nouveau la surface près de l'avant du bateau et, affichant un subtil sourire, a déclaré « Demain, ne échouez pas ». Aussitôt après, l'obscurité l'a dévoré complètement. Le silence s'est installé sur le Southern Cross pendant un long moment, rompu uniquement par Jake, qui a demandé si quelqu'un d'autre ressentait que notre conception de la réalité s'était effondrée. Ma réponse fut un oui retentissant. Retour au port. Nous avons viré de bord et mis le cap sur Port-Arensat. Vers 5h30 du matin, les premières lueurs de l'aube ont commencé à teindre le firmament d'une gamme de tons rose et or. En temps normal, j'aurais contemplé ce lever de soleil avec la dévotion de tout homme de mer, mais ce matin-là, mon esprit était séquestré par l'horreur de ce qui gisait sous cette belle surface, les entités abyssales, les plongeurs exécutés et ces 20 embryons attendant le moment de l'éclosion. Nous avons accosté au quai Anderson, spécifiquement dans notre espace habituel, la place 17, peu après 6h30. Le port affichait sa routine conventionnelle, les chalutiers voisins préparaient leurs engins, les commerçants discutaient des prix d'enchères et les poissonneries ouvraient leurs rideaux métalliques. Le capitaine de l'embarcation contiguë nous a interrogés sur le bilan de la journée. Je lui ai répondu par des évasives, assurant que la capture de requins avait été acceptable et que nous repartirions l'après-midi même sur la piste d'un banc de crevettes de grande envergure. C'était une couverture parfaite et crédible qui ne lèverait pas de soupçons. Après avoir déchargé le produit et liquidé les salaires préliminaires, j'ai ordonné à Tommy, Jake et Robert de se retirer chez eux pour se reposer, tandis que Doc et moi nous dirigions pour prendre un café avant de visiter Ocean Adventures, le magasin de fourniture de plongée géré par Sam Martinez. L'équipement de plongée. J'ai exposé à Sam que nous avions besoin de louer 2 équipements complets de plongée autonome sous le prétexte que nous planifions d'explorer de vieilles épaves et d'évaluer la viabilité d'entrer dans le secteur de la récupération de ferraille marine. Bien que j'ai perçu un éclair de scepticisme dans son regard, Sam a accepté les termes du contrat. Il nous a fourni des combinaisons en néoprène de forte épaisseur, des bouteilles d'air comprimées, des détendeurs calibrés, des gilets stabilisateurs, des masques et des palmes professionnelles. Fidèle à son professionnalisme, il nous a soumis à un bref rappel des protocoles de sécurité industrielle, mettant l'accent sur les dangers de la narcose à l'azote, les temps de décompression et les restrictions critiques des plongées à des côtes profondes. Nous avons installé le chargement sur la plateforme de la camionnette de Doc et nous nous sommes déplacés jusqu'à ma résidence, une petite propriété de 2 chambres située dans le secteur nord de Port-Arensat. Après avoir stocké les blocs dans le garage, je me suis effondré sur le lit, mais le sommeil s'est montré insaisissable. Dans la pénombre de la chambre, les pupilles verticales et dorées de Nerissa revenaient à mon esprit de façon systématique, accompagnées par l'écho de sa voix et la pavorisante morphologie des abyssiniens, avec leur visage pseudo-humain et leurs mâchoires remplies de dents acérées. Le visiteur étrange. Quand l'alarme a interrompu ma veille, la fatigue psychologique était encore plus sévère. Je me suis douché à l'eau froide pour dissiper le brouillard mental. Je me suis habillé et j'ai trouvé Doc en train de faire fonctionner ma vieille cafetière dans la cuisine.
Pendant que nous consommions nos tasses, le téléphone de la ligne fixe a commencé à sonner de façon stridente. C'était Sam, d'Ocean Adventures. Son ton dénotait une authentique préoccupation. Il m'a informé qu'un individu d'aspect suspect venait de se présenter dans son établissement en posant des questions spécifiques sur ma personne. Le sujet désirait connaître avec une précision millimétrique le type d'équipement que nous avions loué, les coordonnées exactes de notre plongée et leur estimé de l'appareillage. D'après la description de Sam, l'homme n'était pas un résident de la zone. Il portait un costume de tailleur formel avec une cravate sombre malgré la chaleur estivale étouffante du Texas, et a identifié ses lettres de créance comme agent d'une dépendance fédérale liée à la gestion des ressources naturelles. Sam a insisté sur le fait qu'il possédait un regard glacial, dépourvu d'empathie, identique à celui d'un squale. N'ayant pas présenté de mandat judiciaire formel, Sam avait refusé tout net de lui fournir des informations. Je l'ai remercié pour ce geste et j'ai raccroché le combiné avec une certitude absolue. La mission était compromise. Doc m'a interrogé sur la possibilité d'être sous le coup d'une enquête gouvernementale. Je lui ai répondu que tout pointait dans cette direction. Peut-être qu'un radar militaire, un avion de reconnaissance ou une patrouille nocturne avait enregistré quelque chose d'anormal la nuit précédente. Cependant, faire marche arrière n'était pas une option. Nerissa dépendait de nous et la sécurité de la côte était en jeu. La seconde sortie. Nous nous sommes regroupés sur le quai à 3 heures de l'après-midi. Tommy, Jake et Robert se trouvaient déjà à bord du Southern Cross, exécutant la liste de vérification des systèmes de propulsion. Je leur ai communiqué immédiatement l'incident de l'agent fédéral. Tommy a profondément déploré la nouvelle, mais nous avons consenti à poursuivre l'opération sous un protocole d'extrême surveillance. Si nous détections la moindre anomalie ou poursuite sur le trajet, nous avorterions la mission immédiatement. À 3h30, nous avons largué les amarres et laissé derrière nous Port Aransas, défilant à côté des magasins d'appâts et des restaurants côtiers. Le tableau était d'une normalité exaspérante, un contraste irréel avec la nature de l'incursion qui nous attendait. Une fois que nous avons gagné la mer libre, j'ai augmenté le régime du moteur jusqu'à atteindre une vitesse de croisière de 22 km/h, en introduisant dans le navigateur GPS les coordonnées fixées par Nerissa. Doc restait à mes côtés dans la passerelle de commandement, surveillant la radio de bande marine et les graphiques de l'échosondeur, tandis que les 3 équipiers sur le pont manipulaient les lignes de pêche pour projeter l'image d'une journée commerciale routinière. Après 1 heure de traversée, Doc a frappé le moniteur de l'échosondeur de l'index. Un écho de grande magnitude s'était positionné directement sous notre quille, calquant avec une précision mathématique la vitesse du navire sans céder un seul mètre de distance. C'était Nerissa, se déplaçant dans la dense masse liquide avec une hydrodynamique parfaite. L'attente. Le crépuscule a commencé à se manifester, teignant la voûte céleste de nuances pourpres et orangées. Vers le cadran sud, un imposant front de nuages cumulonimbus a commencé à se compacter, brisé de façon intermittente par l'éclat d'éclairs lointains. Le bulletin météorologique de la radio indiquait que le noyau de la tempête se déplacerait vers le sud, mais dans les registres du Golfe, la stabilité est une variable de laquelle il ne faut jamais se fier. Sur le coup de 11 heures du soir, le GPS a confirmé notre arrivée au point de destination. J'ai réduit les révolutions et placé la transmission au point mort, ordonnant d'allumer les puissants projecteurs halogènes du pont. Les projecteurs ont projeté un cône de lumière blanche qui a perforé environ 15 mètres d'eau noire et dense. Tout l'équipage s'est rassemblé sur le bord dans un silence absolu. Jake a brisé la tension en interrogeant sur l'étape suivante. « Attendre » fut ma réponse. À ce précis instant, l'alarme de l'échosondeur a émis un bip continu. La signature acoustique qui nous escortait avait initié une ascension verticale accélérée. Nous avons fixé la vue sur l'eau illuminée. Après quelques secondes d'incertitude, le reflet bioluminescent caractéristique a émergé de la noirceur. Nerissa a brisé la surface à environ 6 mètres de la coque, sa chevelure collée au visage et ses yeux dorés reflétant les projecteurs halogènes. Elle s'est approchée avec des mouvements fluides et a ancré ses mains palmées sur les échelons de l'échelle de coupée. Sa voix a dénoté une fermeté supérieure à celle de la veille. « Bonjour. Ils sont ici. Vous l'avez promis. » La descente. Nerissa a évalué le développement des nuages de tempête et a averti que nous devions exécuter la descente immédiatement, avant que la houle du front nuageux ne pénalise les conditions de sécurité à la surface. Doc et moi avons enfilé les combinaisons de néoprène, nous avons assuré les harnais des bouteilles et vérifié la pression des manomètres. Avant de sauter à l'eau, Tommy m'a saisi par le bras, me questionnant si j'étais complètement sûr de la manœuvre. Je lui ai répondu avec honnêteté, « Non, mais c'est ce qu'il faut faire. » Je lui ai instruit explicitement que si notre lumière stroboscopique ne brisait pas la surface dans un laps maximum de 2 heures, il devait faire un rapport immédiat à la garde côtière et s'abstenir d'initier toute tentative de sauvetage par ses propres moyens. Après un échange de regards tendus, il a hoché la tête. Nous nous sommes jetés à l'eau selon la technique du pas de géant.
La température de l'eau était chaude et le calme de l'environnement s'avérait trompeur. Nerissa a orbité autour de nous en cercle concentrique, émettant une dernière instruction par signe tactile, maintenir une formation serrée et suivre son sillage sans la moindre hésitation. Nous avons hoché la tête à travers nos masques et initié la descente hydrostatique. La luminescence du Southern Cross s'est diffusée avec rapidité jusqu'à s'éteindre. Nous avons allumé nos lampes de plongée de haute puissance. À mesure que nous augmentions la profondeur, la pression atmosphérique se faisait remarquer dans les oreilles et l'environnement s'est transformé en une opacité absolue. Notre unique référence spatiale était la trace bioluminescente de Nerissa nous guidant dans le vide. La grotte. Nous avons dépassé la cote des 15 mètres, franchi les 25 et continué de s'enfoncer dans la colonne d'eau. En atteignant la marque des 50 mètres, les faisceaux de lumière de nos lampes ont impacté contre le relief du fond marin, révélant la physionomie du canyon sous-marin, un abîme géologique qui tombait en piqué vers une obscurité totale. Nerissa s'est glissée le long de la paroi de roches sédimentaires jusqu'à se positionner face à une fracture étroite qui servait d'accès à une cavité interne. Elle s'est introduite la première, suivie immédiatement par Doc. J'ai fermé la marche, contrôlant la flottabilité pour éviter que le bloc d'acier ne collisionne contre le plafond de la galerie étroite. Après avoir surmonté le passage, l'espace s'est étendu d'un coup, révélant une vaste caverne sous-marine. Là se trouvait la preuve dont nous avions besoin. Alignés de façon systématique sur le lit de la grotte, gisaient 23 œufs de proportions considérables, d'un volume similaire à celui d'un ballon de basket. Les structures possédaient une membrane translucide qui émettait une subtile pulsation lumineuse depuis son noyau, un battement biologique indéniable qui attestait la vie à l'intérieur. Doc a activé la handycam et a commencé à enregistrer la scène, balayant avec le faisceau de la caméra chacun des spécimens. Impulsé par la curiosité scientifique, j'ai approché ma lampe de la membrane de l'un des œufs les plus proches. À travers le tissu, j'ai pu distinguer une silhouette embryonnaire dotée d'extrémités allongées qui se contractaient de forme spasmodique. Alors, sans préavis, la surface de la coquille gélatineuse s'est fracturée, libérant un dense nuage de fluide amniotique dans l'eau. L'œuf venait de s'ouvrir. Le nouveau-né s'est projeté vers moi à une vitesse balistique. C'était un organisme de petite taille, mais doté d'un arsenal de griffes calcifiées et de mâchoires hyper développées. Il a percuté mon torse, chargeant avec violence, mais l'épaisseur du néoprène industriel a réussi à neutraliser la morsure. Nerissa a réagi avec des réflexes de félin. Elle a intercepté la créature d'une main palmée et, par des signes désespérés, nous a ordonné d'évacuer la cavité. Il n'y a pas eu de place pour le doute. Doc se trouvait déjà en train de se propulser vers la galerie d'échappement et je me suis positionné immédiatement derrière lui. Avant de m'introduire dans le tunnel étroit, j'ai jeté un dernier regard en arrière. La réaction en chaîne avait commencé. De multiples membranes se déchiraient dans la pénombre et de nouvelles silhouettes émergeaient du fluide amniotique. Nous avons gagné la sortie du canyon sous-marin, et c'est là que le véritable horreur nous attendait. Un abyssina adulte, une masse imposante de proportions titaniques, coupait notre route d'évacuation. Sa physionomie imitait de façon grotesque la structure humaine, mais ses globes oculaires étaient deux orbites d'une opacité noire absolue, et sa bouche abritait des rangées concentriques et interminables de dentées acérées. L'entité a émis une vibration de basse fréquence, un son grave et sourd qui ne se percevait pas à travers les oreilles, mais comme une onde de choc expansive qui a fait vibrer chaque organe de notre corps. Une seconde plus tard, deux silhouettes identiques ont émergé des fissures latérales. Ils étaient 3 spécimens au total, nous flanquant en une parfaite formation tactique, tout comme Nerissa l'avait averti. Sans hésiter, elle a libéré le petit et, employant sa formidable force caudale, nous a poussés verticalement vers la surface. Nous avons initié une ascension hydrostatique d'urgence, mais nous faisions face à un ennemi invisible et létal, la physique de la décompression. Si nous montions de façon linéaire et sans restriction, les bulles d'azote dans le sang scelleraient notre destin de manière fulminante. En atteignant la cote des 15 mètres, nous nous sommes vus obligés d'exécuter un palier technique de sécurité de 3 minutes. Ce furent les 180 secondes les plus longues de mon existence. Dans le vide inférieur, les lumières de nos lampes ont révélé que les 3 adultes avaient initié une manœuvre d'encerclement. Ils nous chassaient avec la froide coordination des prédateurs alpha. En se rendant compte de la vitesse de la traque, Nerissa a nagé vers nous en brisant la formation et par des gestes péremptoires, nous a ordonné d'ignorer les protocoles et de monter à la surface sans délai. Doc a vacillé une fraction de seconde à travers son masque, mais nous avons tous deux compris l'alternative. Il fallait choisir entre une embolie gazeuse potentielle ou être traîné vivant vers les fosses abyssales. Nous avons choisi de monter. Les abyssinas se sont lancés dans une poursuite verticale. L'une des griffes a failli se refermer autour de ma palme, mais Nerissa a intercepté la trajectoire en déviant l'impact avec son corps. Une autre des entités a chargé contre Doc, qui a réussi à repousser l'attaque en lui assénant un coup sec sur la structure céphalique avec le corps métallique de sa lampe de plongée. Finalement, nos casques ont brisé le miroir de l'eau. L'air de la nuit, imprégné de salpêtre,
n'avait jamais eu une saveur aussi vitale. Les gars sur le pont ont réagi avec une promptitude militaire, nous agrippant par les harnais pour nous hisser à bord au milieu d'une frénétique chorégraphie d'urgence. Nerissa a émergé partiellement près du bord, affichant les marques du combat. « Démarre le moteur, Tommy !» ai-je rugi avec les peu de force qu'il me restait. Le propulseur diesel du Southern Cross a émis un vacarme assourdissant et les hélices ont mordu l'eau avec violence, propulsant la coque vers l'avant. En retournant la vue vers la poupe, j'ai contemplé une image gravée à jamais. Les 3 masses des Abyssinia ont brisé la surface de façon statique, plantant leurs orbites noires sur notre embarcation tout en émettant une dernière vibration inquiétante qui a fait craquer le bois du chalutier. Un instant plus tard, ils ont glissé vers le fond, se dissolvant dans la noirceur du golfe. Nous nous sommes effondrés sur les planches du pont, les corps en proie à un tremblement incontrôlable en raison de l'adrénaline et de l'effort physique. Doc, les mains tremblantes, a extrait la Sony Handycam du caisson étanche et a vérifié l'état de la bande. Le mécanisme optique avait résisté à la pression, le matériel était net et enregistrait la géométrie de la grotte, la pulsation des embryons et la physionomie exacte des attaquants. Nous l'avions fait, nous avions la preuve. Quand le chalutier a accosté à Port-Arensat sous les premières lueurs de l'aube, le calme du quai demeurait intact. Personne parmi la foule de pêcheurs et de dockers n'avait la moindre notion du changement de paradigme que nous transportions à bord. Doc et moi savions que nous ne pouvions pas canaliser ce matériel à travers les médias ordinaires sans courir le risque d'une confiscation immédiate. Pour cette raison, nous avons remis la bande au Dr Chen, un professeur respecté et spécialiste en sciences océanographiques avec qui nous partagions des années de confiance. L'académicien a examiné la séquence audiovisuelle en une boucle perpétuelle, le visage blême, avant de prononcer un verdict inévitable. Cela va réécrire l'histoire biologique de la planète. En l'espace de 72 heures, Port-Arensat s'est transformé en centre d'opération d'un déploiement sans précédent de la communauté scientifique internationale et des agences de sécurité maritime. Le gouvernement fédéral a décrété l'exclusion civile et a établi une zone de réserve biologique strictement protégée de 80 km². Les embryons de la caverne ont commencé à éclore sous un protocole rigoureux de suivi scientifique non invasif. Les hostilités de la part des Abyssinia ont cessé complètement dès que les recherches ont démontré une réalité scientifique. Les captures de plongeurs n'étaient pas motivées par une nature malveillante ou prédatrice, mais par une profonde méconnaissance biologique. Pour leur schéma cognitif, notre espèce était un spécimen exotique qui s'effondrait de façon inexplicable lorsqu'il était transféré dans leur environnement d'étude. Nerissa a assumé le rôle de médiatrice, mais en fixant ses propres conditions dès le premier jour. Elle a refusé d'être traitée comme un objet d'analyse ou un spécimen d'aquarium, se consolidant à la place comme une alliée stratégique et l'unique pont vivant entre 2 civilisations séparées par la pression et la lumière. La nouvelle a fait la une des journaux internationaux, mais notre équipage a décliné systématiquement les contrats de plusieurs millions et l'exposition médiatique. Nous avons compris que la valeur de cette nuit-là ne résidait pas dans la célébrité, mais dans le destin du secret que nous avions sauvé de l'abîme. Aujourd'hui, 1 an s'est écoulé depuis cette plongée dans le canyon sous-marin, et l'immensité de l'océan ne se perçoit plus comme un désert d'eau vide. Nous avons assimilé la certitude que nous ne sommes pas seuls au sommet de la conscience. Parfois, lorsque le Southern Cross navigue en haute mer et que les lumières halogènes perforent la surface nocturne, j'aperçois un éclat bioluminescent clignoter dans la dense masse liquide. Un signal muet qui me confirme que Nerissa continue là, patrouillant son territoire souverain. Actuellement, les Abyssinia bénéficient d'un statut de protection internationale et les chercheurs s'approchent de leur habitat avec un profond respect taxonomique. Mais le véritable triomphe de ce journal de bord ne réside pas dans l'avancée de la science océanographique, mais dans un fait beaucoup plus humain. Qu'une créature qui a traîné la charge de 93 ans d'isolement absolu a finalement trouvé un canal de communication et un port de connexion avec notre monde. L'océan préserve des mystères ancestraux dans ses côtes les plus sombres, et lorsqu'il décide de révéler sa physionomie, la véritable épreuve retombe sur notre espèce. Nous avons choisi le chemin de la préservation, de l'entendement et du respect mutuel. Et c'est une promesse marine que j'ai l'intention d'honorer jusqu'au dernier de mes jours. Rejoignez notre équipage en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Et si vous connaissez quelqu'un qui ne craint pas de regarder l'abîme, partagez cette vidéo avec lui. Nous nous voyons lors de la prochaine plongée.